ce matin, c'est très bien. Autant hier, c'est vrai, on était un peu à l'étroit, je ne savais même plus où mettre mon pied. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, l'adaptation, c'est la vie. Donc, les taoïstes nous l'enseignent, mais Darwin aussi. Donc, comme quoi, l'Occident rejoint l'Orient et réciproquement. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, mais j'espère que vous êtes de bonne humeur ce matin. Et ce matin, donc en écoutant un peu les différents intervenants en démarrant, je me suis souvenu de ce proverbe chinois. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit écrit, à part dans l'un de mes bouquins. C'est le proverbe est le suivant. On n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la tête qu'on fait. Et j'adore ce proverbe chinois. Et ne me demandez pas pourquoi j'avais envie de commencer comme ça, avec ça. Mais voilà. Et puis j'ai envie de vous voir sourire. Donc c'est le meilleur moyen de bien démarrer une conférence, c'est de faire rigoler un peu l'assistance. Donc nous sommes responsables de la tête qu'on fait. Et j'espère que vous allez conserver ce sourire-là avec la thématique qu'on va aborder à l'occasion de cette conférence, puisqu'on va parler donc du monde merveilleux de l'entreprise. Et donc en tout cas, si vous êtes là, c'est que le monde de l'entreprise vous intéresse. D'accord. Donc ce matin, on va parler du Qigong dans l'entreprise. D'accord. Peut-être d'ailleurs, j'avais prévu de vous parler. Donc, ce qui est le support de cette conférence, ce sont donc des livres. Et j'ai aussi besoin d'un autre livre qui est celui-là. Donc, ce livre-là qui est sorti en 2012, vous voyez, c'est presque de l'histoire ancienne maintenant. Ça fait 7 ans qu'il existe. L'intention de ce livre, c'était véritablement de faire rentrer dans le monde du travail, finalement, tout ce que le Qigong pouvait apporter de bien, de positif, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les managers qui aussi sont en souffrance. Je le redis encore aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition entre les salariés d'un côté, les bons salariés et les méchants managers ou dirigeants de l'autre. Donc, tous ces gens-là, ils ou elles, ce sont des humains. Des humains qui cheminent avec leur joie et aussi leur responsabilité et leur souffrance. Donc, on fait tous partie de la communauté des humains, de l'espèce humaine, et donc il y a un humain qui réside derrière chaque dirigeant et chaque manager. Voilà, donc pour l'avoir été moi-même, j'espère en tout cas aujourd'hui représenter la communauté des managers et des dirigeants qui ne vivent pas toujours des choses faciles et qui, quelque part, font de leur mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, le Qigong dans l'entreprise, j'ai intitulé donc la conférence « Réinstaller l'harmonie dans l'organisation ». D'accord ? Moi, je pense que le Qigong, comme d'autres disciplines également énergétiques, ont leur rôle à jouer, un peu comme un instrument dans un orchestre. Il a sa petite note de musique à apporter à l'harmonie du monde. Et par rapport à ce que j'évoquais dans l'autre conférence hier, eh bien, si on change les dirigeants, eh bien, on changera les organisations. Si on change les organisations, on changera aussi l'impact que les organisations, les entreprises, toutes les organisations de manière générale, ont sur le monde. Et donc, quelque part, le Qigong a son rôle à jouer, finalement, dans la transformation des humains qui sont à la tête et aux responsabilités des entreprises. Et quand je parle des entreprises, bien évidemment, je pense aussi, ça m'a été dit tout à l'heure, aussi au monde politique, qui aurait besoin de pratiquer, pourquoi pas, le Qigong. Ce sera pour le coup mon souhait du matin. Mesdames, messieurs les politiques, mettez-vous au Qigong. Je pense que la transformation intérieure induite par le Qigong saura vous faire prendre, ou vous aider à prendre en tout cas, les bonnes décisions. Je vais raisonner peut-être un peu plus cerveau gauche et un peu académique ce matin par rapport à mes élans lyriques d'hier, même si de temps en temps je ne m'interdirai pas, on va dire, de passer avec un pas de côté pour vous dire quelque chose que je n'avais pas forcément prévu de vous dire. Mais donc ce sera un peu plus académique aujourd'hui. Notamment en vous disant 2-3 choses sur mon parcours, sur ce que j'ai fait, parce que là on ne plaisante plus, on parle quand même du monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise c'est quand même un monde où on aime bien les carrés. Hier c'était plutôt le cercle, vous voyez, le ciel. Aujourd'hui c'est un peu plus le carré de la terre, d'accord ? Parce que parler du monde de l'entreprise en faisant complètement abstraction du monde de la terre, à ce moment-là vous n'êtes plus audible en fait. C'est-à-dire que tout le monde de l'entreprise ne vous écoute plus. Si vous ne parlez que du ciel, si vous n'avez qu'un discours ciel, les dirigeants ne vous écoutent pas. Donc assez vite, il faut être bilingue, terre-ciel, c'est-à-dire être aussi à l'aise avec le discours de l'énergétique que le discours du monde de l'entreprise. Et plus vous serez bilingue, plus vous maîtriserez les mots de l'entreprise, plus vous serez audible, c'est-à-dire plus l'autre vous comprendra. Et ça, c'est assez simple à comprendre. Si vous allez sur l'île de Java, le fameux dialecte javanais, voilà, si vous ne parlez pas le javanais, vous ne pourrez pas communiquer avec eux, avec les tribus.
Donc, et d'ailleurs, je pense que chacun d'entre nous, on a tous vécu cette frustration de voyager, d'aller dans un pays, de ne pas comprendre la langue. Et on pourrait vivre plein de choses avec ces gens-là, et on ne le peut pas parce qu'on ne maîtrise pas les mots. Je me souviens, c'est une anecdote très personnelle, je ne pensais pas l'évoquer ce matin. Un jour, je pars en Grèce, sur une île absolument splendide. On se perd évidemment avec la voiture, on prend d'énormes risques à suivre un très mauvais sentier. On arrive là, on arrive au sommet finalement de l'île, c'était très très beau, une vue absolument exceptionnelle sur la mer Égée. Et là, il y avait une maison, pas deux, une maison. C'était le bout du monde. Et là, il n'y avait là qu'un couple de Grecs qui nous ont très chaleureusement accueillis. C'est vraiment l'accueil et l'hospitalité grecque qui s'est exprimée ce jour-là. Une vue splendide. Il y avait franchement un petit goût du bout du monde. Et on a eu un seul regret, c'est qu'ils nous parlaient en grec et nous, on leur parlait en français, en anglais, en espagnol. On a essayé quand même deux, trois choses qu'on maîtrisait à peu près. Et on n'a rien pu se dire. Et là, la frustration, elle était énorme. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, franchement, ou je me mets au grec, ou en tout cas, vive. Et heureusement, les nouvelles technologies aujourd'hui arrivent finalement avec leur lot, évidemment, d'angoisse possible, mais aussi d'opportunités. Et aujourd'hui, de plus en plus, il s'installent des traducteurs instantanés. Donc, il en existe de plusieurs aujourd'hui, et tous les jours, la technologie fait des progrès. Et en fait, il faut réaliser qu'on est en train de réaliser le mythe de la tour de Babel, où justement la tour de Babel ne s'est pas construite, cette fameuse tour qui devait nous mener jusqu'au ciel, parce que les peuples, justement, ne pouvaient plus se comprendre les uns avec les autres. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à cette symbolique, parvient finalement à faire communiquer par la technologie l'ensemble des peuples du monde sans jamais effectivement avoir appris la langue de l'autre. Et c'est intéressant de voir comment la technologie aussi peut nous amener vers le ciel, bien que assez régulièrement, on nous tienne un discours assez anxiogène avec les nouvelles technologies qui arrivent. Et bien malgré tout, en tout cas, je vois ça comme un appel du ciel, finalement, que de pouvoir communiquer simultanément avec quelqu'un qui ne maîtrise pas la même langue que nous. J'ai démarré, alors, je ne sais pas pourquoi, alors, je ne suis pas d'origine pied noir, hein, parce que c'est vrai que ça s'affiche derrière moi depuis un petit moment. Ça, c'était simplement pour illustrer le fait que j'avance sur deux pieds aujourd'hui dans mon parcours. Le pied de l'entreprise, d'accord ? Donc le pied de l'entreprise, voilà, aujourd'hui je travaille, ou j'ai travaillé dans ces entreprises-là. Bon, si ça vous intéresse, vous irez sur LinkedIn voir tout ça. Et également, je suis membre d'une école taoïste, je suis aussi enseignant diplômé de Qigong. Et avec quelques amis courageux, eh bien, tous les ans à Toulouse, on organise donc la journée du Qigong pour faire connaître cet art, ce trésor de l'humanité, je l'appelle comme ça, n'ayons pas peur des mots, au grand public, avec des gens qui ne connaissent pas ce que l'on pratique. Déjà, parmi vous, combien d'entre vous pratiquent le Qigong ? C'est important pour moi de le savoir. Ok, je m'en doutais, donc on gagnera du temps pour... On passera assez vite sur ce qu'est le Qigong, parce que je pense que ce ne sera pas le sujet ce matin. Qui parmi vous l'enseigne ? Ce sera ma deuxième question, j'en aurai 3 au total. Enseignant de Qigong, donc là un peu moins déjà, donc une vingtaine de %. Et ce sera ma dernière question, parmi les enseignants de Qigong, combien enseignent en entreprise déjà ? Intéressant. 0. Carton plein, donc ok, on tient la raison de votre présence aujourd'hui. Donc c'est important pour moi pour adapter mon discours. Et donc, j'ai créé cette société de conseil qui s'appelle Tao et Organisation, où on voit bien la position des deux mondes, le monde du taoïsme d'un côté, le monde des organisations de l'autre. On mélange tout ça, et puis on essaye de voir comment l'un peut être utile à l'autre. Utile au sens de triple utilité. Ça, c'est un concept que j'évoque dans mon dernier bouquin. Ce principe de triple utilité, je vous invite un moment ou un autre de le garder dans votre esprit. Chaque action que l'on engage, elle peut avoir, je ne dis pas qu'elle l'a toujours, mais chaque fois que vous pouvez le faire, essayez de raisonner selon le critère de la triple utilité. La triple utilité, c'est quoi ? C'est qu'au sens de la théorie économique, en tout cas, Adam Smith, que je citais hier dans l'autre conférence, nous dit que nous sommes finalement des consommateurs et on doit maximiser notre utilité au sens de la rationalité économique, c'est-à-dire obtenir le plus de marchandises possible au moindre coût. Voilà, là je vous ai résumé la théorie classique de l'économie en une phrase, la maximisation du profit, d'accord, et de l'utilité. Et pour eux, l'utilité, c'est une utilité exclusivement économique, au sens où je dois pouvoir être capable d'acheter le plus de quantité possible au moindre coût, d'accord ? Quantité Q, delta Q sur delta P. Donc après, il y a toute une théorie microéconomique qui a été élaborée là-dessus.
C'est véritablement pas le propos du matin. Donc si j'en parle, c'est que derrière, j'ai essayé de décliner cette notion d'utilité, non pas simplement en termes d'utilité économique et de rationalité économique, l'homo economicus dans la littérature économique, mais simplement dire que chacun d'entre nous, on peut établir nos choix au travers d'une triple utilité qui est la suivante. L'utilité à moi-même. N'oublions jamais que l'arbre est né au centre. La nature nous enseigne qu'avant d'être un arbre, l'arbre, il résonne d'abord par rapport à lui-même, déjà pour se définir. Qui suis-je, un pommier ou un poirier? D'accord? Et avant d'être un grand arbre et un bel arbre et de produire des fruits, il faut déjà que je sache si je suis un pommier, un cerisier ou un poirier. Et ensuite, il faut que je pense suffisamment à moi pour pousser droit, être suffisamment fort, à un moment ou à un autre, pour être en capacité de produire mes fruits. La première utilité, ce sera une utilité à moi-même. Donc n'ayez pas peur, ça c'est mon discours positif encore de la journée, d'être égoïste, dans le bon sens du terme, au sens de penser à vous. Il y a parfois un regard, un jugement un peu judéo-chrétien culpabilisant à penser à soi. C'est tout, pour moi, c'est tout sauf juste. Parce que si vous voulez bien penser à l'autre, pensez bien à vous-même. Il n'y a aucune exclusion à bien penser à soi en oubliant les autres. À l'inverse, il y a des gens qui pensent aux autres avant de penser à eux-mêmes. Ça porte un nom dans le monde de l'entreprise, ça s'appelle un burn-out. Et ça porte le même terme, ça vient du monde notamment médical, du monde soignant, du monde également, comment on l'appelle, humanitaire. Donc des gens qui sont tellement dans le don d'eux-mêmes à l'autre qu'ils s'en épuisent. Et ce sont des gens qui se brûlent de l'intérieur et à la fin, ils ne peuvent même plus soulever leurs propres bras en fait. Donc le burn-out, c'est véritablement une combustion interne qui fait que je pense à l'autre en négligeant l'interne, en négligeant l'intérieur. Et penser à l'autre avant même de penser à soi, il y a une forme, dans la durée en tout cas, d'entropie intérieure. Donc pensez toujours à cela. L'écorce de l'arbre, l'écorce n'est que l'apparence, effectivement, mais l'arbre est né au centre. Ça, c'est une phrase en tout cas qui m'est venue et qui me parle de temps en temps. Rappelez-vous toujours que vous êtes au centre de quelque chose. Donc ne pensez pas à la périphérie, c'est-à-dire à l'autre, avant de penser à vous-même. Ça, c'est essentiel. Un premier bras se lève. On y va. Qui pourrait faire comprendre ça aux gens, parce que les gens effectivement culpabilisent de s'occuper d'eux. Oui. Je leur dis, quand l'avion dépressurise, on regarde jamais les pilotes qui fait le machin, bidule, les trucs. Je dis, mais ce qu'elle vous dit quand même, c'est que si l'avion dépressurise, le masque, il faut se le mettre sur son... Voilà, vous ne le donnez pas. Avant de le mettre sur Absolument. ses enfants. Très juste. Il se peut que ça aille tellement vite qu'on n'ait même pas le temps de le mettre. Une fois qu'on l'a mis sur celui de ses enfants, on n'a pas le temps de le mettre sur le sien. Et c'est trop tard parce que les enfants, eux, ils n'auront pas la capacité à le mettre sur notre... C'est très juste. Donc, Et il me vient une autre image par rapport à ce que vous évoquez, même dans le milieu de la sécurité routière. Je suis désolé, c'est très d'actualité ce que je vais dire, mais ça n'a aucun rapport. Vous mettez votre gilet jaune avant d'intervenir sur le lieu de l'accident. Donc vous pensez à vous sécuriser vous-même avant de sécuriser la victime. D'accord ? Donc la mise en sécurité, c'est ça. Donc la triple utilité, j'y reviens, utilité à soi. N'ayez aucune culpabilité, notamment par exemple vous méditez. Et on vous dit, ah ouais, alors franchement, tu médites, encore du temps pour méditer, tu ne penses qu'à toi. Vous imaginez la puissance des mots également là-dessus. Or, méditer, c'est évidemment penser à soi, mais pour mieux penser aux autres. Donc tout cela se tient. Et là où traditionnellement, surtout dans l'Occident, on aime bien raisonner en termes de dualité, c'est-à-dire c'est soit ou le reste du monde, et non, c'est soit et le reste du monde. Donc travailler dans une logique d'inclusion plutôt que d'opposition et de dualité. La méditation, et notamment, ça c'est Thomas d'Anzembourg, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, donc c'est quelqu'un qui est très avancé dans le domaine, donc c'est un Belge, ancien avocat qui travaille aujourd'hui dans le domaine du développement personnel, c'est pour ça que ses propos sont les siens, c'est pour ça que je ne m'arroge pas en tout cas ce qu'il a dit, et parce que c'est une très belle chose. On parle souvent du développement personnel, et donc certains qui voient ça d'un peu de loin pourraient dire « Ah mais le développement personnel c'est quelque chose de très égoïste ». Et il dit non, pas du tout. Le développement personnel, c'est précisément un développement intérieur qui permet d'être mieux au niveau du collectif et qui permet d'apporter à l'autre. Et donc c'est un terme assez mal choisi, où on devrait dire plutôt développement collectif. Donc je travaille sur moi précisément pour être en harmonie dans la relation à l'autre. Et ce terme de développement personnel, il est tout sauf juste. Alors évidemment, on se développe à l'intérieur de soi, mais pour un bénéfice collectif. Et donc le terme de développement personnel, il est assez réducteur, in fine,
dans la mesure où tout ce que les uns et les autres nous travaillons, c'est bien évidemment pour un développement intérieur, personnel et d'évolution, mais aussi par rapport à tout l'écosystème qui nous environne. D'accord ? La troisième utilité. Première utilité, utilité à soi. Quel arbre suis-je ? L'image de l'arbre est très intéressante. Si vous vous posez un jour des questions, prenez des images dans la nature, elles vous enseignent. Suis-je un poirier, un pommier, un cerisier ? Ensuite, une fois que je sais qui je suis et où je vais, les grandes questions philosophiques de la vie, à ce moment-là, je peux me permettre d'apporter mes fruits au monde. Je suis pommier, ben j'apporte des pommes. Je suis poirier, j'apporte des poires. Et à ce moment-là, vous êtes dans l'utilité à l'autre. C'est-à-dire que parce que vous êtes droit, aligné et dans la justesse de votre action, vous êtes en capacité d'apporter au monde, et à l'autre en tout cas. D'accord ? Par rapport au parcours modeste qui est le mien, c'est parce que j'ai travaillé ce que j'ai travaillé, que j'ai identifié ce qui était ma voie, je me suis défini et auto-défini quelque part, que je suis en capacité aujourd'hui de vous parler ce matin. D'accord ? Donc ce travail qui fait que, in fine, mais c'est quand même un travail que j'ai développé dans le livre sur l'ego, pour ceux que ça intéresse. Et la triple utilité, vous allez me dire, mais alors au-delà de l'autre, qu'y a-t-il ? En Occident, on a une vision assez... et d'ailleurs, il y a un terme humaniste des choses. C'est-à-dire que la vie tourne autour de l'homme. Ce qui est intéressant quand on récupère notamment la vision chinoise de la vie et du monde, c'est que ce n'est pas une vision tant humanocentrée ou anthropocentrée que cosmocentrée. Et il y a tous ces écrits extraordinaires de Chuang Tzu et même de Lao Tzu à la base qui nous expliquent que l'homme n'est qu'une partie prenante finalement d'un tout qui le dépasse. Et pour faire très court, appelons-le la nature ou alors encore plus loin l'univers. Et que la nature peut tout à fait vivre sans l'homme, mais l'homme absolument pas sans la nature. Donc il y a quelque chose qui dépasse l'homme et que dans mes mots j'appelle le monde. D'accord ? C'est assez simple, comme ça on y met un petit peu ce qu'on veut. Mais de la même manière qu'il y a l'utilité à soi, il y a l'utilité à l'autre, et bien également il y a l'utilité au monde. L'utilité au monde, c'est quoi ? Allez, on va dire pour faire court, la planète, la faune, la flore, mais ça peut être aussi des choses qui se voient moins. Elles se voient sans être vues, la beauté du monde par exemple. Les forces invisibles de la nature. Toutes ces choses-là. Et chaque fois qu'on agit en tout cas, essayons chaque fois qu'on peut le faire, de penser évidemment à soi, de penser à l'autre, et d'avoir cette vision, cette pensée, cette utilité au monde qui est une pensée un peu universaliste, un peu cosmocentrée pour le coup, ou alors décentrée plus précisément, en pensant à tout ce qui nous entoure et que l'on ne voit pas forcément si on ne s'oblige pas à le voir. Et si je vous parle de tout cela, vous allez me dire, bon, à quel moment est-ce qu'on va parler de l'entreprise ? Eh bien, le propos que je vous tiens, le dirigeant, en tout cas du 3e millénaire, le dirigeant que j'imagine, c'est quelqu'un qui, par rapport à lui, par rapport aux responsabilités qui sont les siennes en tant que manager et en tant que dirigeant, par rapport à son organisation, eh bien, qui résonne au travers, non pas de la simple utilité économique de maximiser mon profit, et là, vous voyez que je retombe sur mes pattes, mais véritablement, en tant que dirigeant de demain, quelle est mon utilité à moi-même ? Qui suis-je en tant que dirigeant et qu'est-ce que je fais pour travailler cet alignement et la justesse de mon action ? Mon organisation, donc concrètement, je pense à moi, je pense à mon organisation, je pense à mes équipes, je commence à travailler une forme de management bienveillant qui ensuite se répercute sur l'ensemble de l'organisation et ensuite sur l'ensemble de la relation client, on appelle ça la symétrie des attentions, je n'ai pas le temps de développer tout ça. Et ensuite, toute la question qui se pose, un dirigeant éclairé, c'est quelqu'un qui est capable de voir et d'envisager l'impact que son organisation aura sur le monde. Je ne vais pas refaire la conférence d'hier, mais un dirigeant, je le redis avec d'autres mots, un dirigeant conscient est quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille évidemment sur ses équipes, sur la relation client, relation fournisseur, tout ce qu'il a à faire, c'est le champion du monde là-dessus, ok, mais qui est capable en plus d'intégrer son entité, que l'on appelle un holon, d'accord ? Je vous invite à travailler à regarder les travaux de Ken Wilber sur le sujet, on pourra en reparler tout à l'heure. Quel est l'impact de mon entité, de mon organisation, de mon entreprise ? Ça peut être une collectivité, ça peut être une association sur le monde. Et là, vous voyez que c'est une sorte d'onde comme ça, qui part du centre et qui s'expanse comme ça. Et là, on voit bien finalement l'effet de souffle que chacun d'entre nous on peut avoir sur le monde. Et si j'en parle, c'est qu'au cœur de la transformation des dirigeants, des salariés évidemment, et de chacun d'entre nous, la pratique du Qigong peut jouer ce rôle-là, être finalement le détonateur qui provoquera l'effet de souffle du changement et de la transformation du monde. Ok ?
Et tout ce que je vais raconter derrière n'est que l'explication un peu rationnelle et cerveau-gauche de tout ce que je viens de vous dire. Et lorsque j'ai dit un peu par commodité, par facilité, tout à l'heure, lorsque j'ai tenté de résumer tout ça en disant que le Qigong peut changer le monde, évidemment j'ai raté des étapes, mais c'était au regard des 3 utilités que je viens d'exposer. D'accord ? Alors, les pieds noirs, on va les suivre, etc. Donc tout ça, c'est raconté dans les bouquins. Tous les bouquins ne sont pas faciles à lire, disons les choses. Hein. Donc il y a un travail pour rentrer tout ça. Je crois que dans nos sociétés qui privilégient la vitesse, on a tendance à oublier que la transformation, c'est aussi du travail. C'est surtout du travail. Et que nous ne sommes que la conséquence du travail que l'on fait sur soi. Alors parfois, ça peut être un travail très subtil, très doux, parfois un peu plus dans le dur. Mais on est le fruit du travail que l'on engage. Si cette réflexion vous intéresse, je vous invite à lire les travaux de Marc Alevi, d'accord, qui a travaillé aussi, c'est un très bon auteur, donc sur le management taoïste. Marc Alevi, très bel auteur à parcourir. Donc changer le monde en changeant ceux qui le font, ça c'est ma grande théorie. Alors évidemment, moi je suis à 100% dans le monde du travail. Je suis un ancien dirigeant aussi, et je n'ai pas le temps de tout faire concrètement. Donc je forme aujourd'hui des consultants à tout ce que je raconte. D'accord ? Donc je les ai appelés par commodité des Tao consultants, et de plus en plus, en tout cas, ça m'a été demandé par les quelques personnes que j'ai formées. Donc aujourd'hui, je rentre un peu dans le carré de la Terre, et on m'a demandé de certifier la démarche. Donc je suis quand même dans cette logique de Terre, même s'il y a une inspiration ciel. D'accord ? Avec des petits logos, vous voyez, qui certifient tout ça. Et donc avec des modules, et chacun peut se former sur des modules qui l'intéressent, le module de l'envision, le module du Qigong d'entreprise, c'est plutôt ce matin on est là-dessus, le bio-benchmarking, le bio-audit, le bio-management, c'est-à-dire quel serait le management inspiré par les enseignements de la nature, ça c'est un module par exemple. Bon voilà, donc tout ça c'est ce que je fais, ce que je n'ai pas forcément dit derrière, hier. Donc c'est une voie personnelle, évidemment, l'intention c'est de changer notre plan de réalité, de manière très très objective, sans aucune mégalomanie, avec toute l'humilité à laquelle la sagesse taoïste nous invite. Donc, des outils, ils sont là, il y en a un certain nombre. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est la création, vous l'avez compris. Ça je voulais projeter parce qu'on est dans un congrès de médecine ou de méthode de soins chinois. Ça c'est l'idée qui est derrière, qui est développée dans un des bouquins, c'est comment soigner l'entreprise comme un corps humain à partir de la médecine chinoise. Et effectivement, j'en parlais avec Éric Marié tout à l'heure, précisément, il y a tout à retenir des enseignements de la sagesse chinoise en matière de gouvernance d'entreprise. De la même manière que les Chinois dans l'histoire gouvernaient l'Empire à l'aide de la théorie des 5 éléments notamment, avec l'empereur, avec le général en chef, etc. La théorie des 5 éléments fonde l'organisation même de l'Empire chinois. Il n'y a aucune raison finalement que ce qui marchait, ce qui a marché, ce qui marche encore pendant des millénaires dans l'Empire du Milieu, que j'aime bien appeler l'Empire de l'harmonie, eh bien il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le dupliquer dans la gouvernance, l'organisation et le management de l'entreprise. Donc ça c'est un modèle que j'ai appelé le modèle POC, c'est-à-dire on a un problème, on a le deuxième O, c'est origine, on cherche l'origine du problème, ensuite on cherche quel est l'organe défaillant, et ensuite on a la théorie des cycles, des 5 éléments, qui nous permet de régler les dysfonctionnements, les déséquilibres observés dans l'entreprise. Et par exemple, une baisse des ventes, si on dit que le guerrier, le général en chef, est associé au foie, eh bien à ce moment-là, on a une faiblesse hépatique. Si une entreprise a une baisse des ventes, c'est une faiblesse hépatique, et à ce moment-là, on utilise les protocoles de la médecine traditionnelle chinoise pour traiter la faiblesse hépatique de l'entreprise, qui se traduit, sur le plan symptomatique, par la baisse des ventes. Vous voyez tout ce que l'on peut récupérer à l'aide. Et donc, je suis persuadé en plus qu'il y a tout un travail académique à engager là-dessus, et d'ailleurs, je me tourne vers Éric Marié là-dessus, pour créer des passerelles entre les spécialistes finalement de la médecine traditionnelle chinoise, et puis les penseurs de ceux qui essaient de penser le management de demain. Je pense qu'il y a une vraie convergence à opérer là-dessus, avec un certain nombre de choses. Donc tout ça, c'est encore devant, c'est assez exploratoire, et à l'heure à laquelle je vous parle, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vu de travaux sur ce sujet-là. Peut-être qu'ils existent en langue anglaise, parce que je ne prétends pas avoir tout lu,
Et il y a tout un travail académique de recherche là-dessus pour voir de quelle manière on peut s'inspirer de la tradition chinoise pour organiser et mieux organiser, créer, installer une forme d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de l'entreprise. Je n'ai pas le temps d'en parler ce matin, puisque le but du jeu, c'est de parler du Qigong. Mais il y a toute une réflexion assez macroscopique qui, je pense, mériterait complètement d'être approchée. Voilà, alors voilà, donc mes missions, je fais ça. On va pas en parler plus avant, mais il y a quand même, ça m'occupe un petit peu avec quelques publications ici ou là, c'est pas trop le sujet. Donc aujourd'hui, ce matin, en tout cas, on va parler du pourquoi pratiquer le Qigong dans l'entreprise. Je suis directement allé à la conclusion pour être sûr que vous l'entendiez, quitte à ce que j'y revienne tout à l'heure. Et dans l'atelier cet après-midi, eh bien, on ira vraiment dans le détail des choses pour savoir quel Qigong pratiquer en fonction des métiers, en fonction des compétences, comment rentrer dans le milieu de l'entreprise, quels mots utiliser, qui contacter. Enfin, là, pour le coup, on sera vraiment dans le carré de la terre, qu'on soit très clair. Donc là, on ne s'échappera pas dans le ciel, on aura les deux pieds bien ancrés dans le réel, et ensuite, on peut même parler business entre nous. D'accord ? Donc tout ce que je raconte, c'est vrai, c'est dans ces deux bouquins-là. Donc le monde de l'entreprise, je vais prendre l'hypothèse que c'est un monde que vous connaissez pas ou peu. Je vais vous dire l'essentiel par rapport à ce monde-là. Ce monde qui peut procurer d'immenses joies, je le dis, un plaisir collectif de réussir, par exemple. Fêter une victoire, alors individuellement, c'est déjà intéressant, mais alors collectivement, quand on amène un collectif vers une réussite collective, c'est quelque chose de très puissant en termes d'émotion. Pour un manager qui réussit et qui voit en plus ses collaborateurs grandir, parce que c'est un lieu de grandissement, potentiellement, l'entreprise, eh bien à ce moment-là, on est un manager heureux. Donc le bonheur existe en entreprise, ou en tout cas, et même certains, je ne rentrerai pas dans le débat un peu sémantique du doit-on parler du bonheur au travail ou du bien-être au travail. Sachez qu'il y a des écrits et même des polémiques là-dessus, ça pourra être une question, si vous en avez une là-dessus, peut-on trouver le bonheur au travail? Aujourd'hui, c'est une question philosophique qui est posée, le rapport entre le démonique, c'est-à-dire le rapport au bonheur, et puis le monde du travail. Certains ayant tendance à opposer les deux, et là encore, c'est une question philosophique, vous constatez que j'aime bien la philo finalement. Peut-on trouver le bonheur au travail? Première question, vous avez 4 heures. Deuxième question, le monde du travail est-il... le rôle de l'entreprise est-il notamment de rendre ses salariés heureux? Vous avez des questions comme ça que vous récupérez, et aujourd'hui, sachez que ça noircit des tas de pages, en tout cas, sur le plan de la recherche, sur le plan des penseurs qui pensent le monde de l'entreprise. Et très souvent, je vous le dis aussi, parce qu'on a des croyances comme ça qui nous télescopent, qui viennent nous percuter comme ça, et très souvent, on vous dit, mais enfin, tu n'y penses pas, l'entreprise n'est pas le monde, enfin, le rôle de l'entreprise n'est pas celui de rendre ses salariés heureux. C'est terrible. Parce qu'un jour, dans mes rêves les plus fous, j'ai imaginé que l'entreprise était au service de l'humain et pas, c'est ça, et pas forcément le contraire. Un jour, j'ai imaginé ça. Et finalement, vous avez des gens qui vous disent non, le lieu de l'entreprise, c'est véritablement de créer du profit. Donc on raisonne encore comme en 1776 sur la maximisation du profit. C'est quand même le cas encore aujourd'hui pour la majorité des entreprises. Ok, mais des choses bougent, on va le voir. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut réussir si on ne vend pas les... Après, la réussite, c'est une notion d'objectif. Dans le réel, dans l'instant présent, c'est déjà, on va dire, être bien là où je suis, sans forcément entrer dans une notion de réussite qui déjà nous projette dans un futur hypothétique qui, pour beaucoup en tout cas, beaucoup de variables ne dépendent pas de nous. Et toute la question, c'est de savoir si on peut être ici et maintenant heureux dans l'entreprise. Donc là, il y a là aussi, sur le plan académique, une réflexion autour de la psychologie positive. Je vous invite à lire, par exemple, un livre de Jacques Lecomte qui s'appelle « La bonté humaine », qui est extraordinaire, qui compile des tas d'études qui démontrent que l'homme, contrairement aux croyances, est fondamentalement positif, optimiste et surtout bon. La bonté est native de l'homme, contrairement à tout ce qu'on a voulu, Hobbes, etc., des penseurs anglais, notamment, qui ont voulu nous faire croire que finalement l'homme était enfin même les latins, l'homme est un loup pour l'homme. Lupus homini lupus, c'est ça, lupus homini lupus, disaient les anciens déjà. L'homme est un loup pour l'homme. Et puis, si vis pacem parabellum, si tu veux la guerre, la paix prépare la guerre.
Enfin, voilà, donc toutes ces croyances assez bellicistes finalement, qui voudraient que l'homme soit fondamentalement mauvais. Et donc il y a tout un courant aujourd'hui de la psychologie qui laisse à penser, et ça ce sont des études hautement scientifiques, qui laissent à penser que l'homme naît bon, naît N-A-I-T. Et qu'ensuite il y a une forme... Donc c'est assez rousseauiste en fait, ce que je vous raconte aussi, où Rousseau nous explique que finalement l'homme est dans l'état de nature, le bon sauvage, est naturellement bon, et que c'est la société qui distord finalement la bonté native qui réside en lui. Ça nous emmène assez loin. Je reviens à notre entreprise, parce que sinon je ne pourrais pas vous dire ce que j'ai à vous dire, et qui est la raison pour laquelle vous participez à cette conférence. Le monde de l'entreprise, on n'en est pas encore tout à fait là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Zen, attitude. Voilà, c'est plutôt ça en fait, le monde de l'entreprise. Donc, il paraît qu'un dessin vaut mieux que... c'est Napoléon qui disait ça en fait. Un dessin ou un schéma vaudra mieux que tous les discours. Je vous laisse lire. Voilà. Pourtant, ouais, voilà, je ne suis pas si carré que ça, mais ça suffit quand même pour... Bon, donc c'est un peu cynique, qu'on soit très clair. C'est acide, ça, c'est l'énergie du bois. Donc, bon, mais il y a quand même un peu de ça. Si dans la rue, vous faites un micro-trottoir et vous posez la question, pour vous, l'entreprise, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que vous devriez plutôt récupérer des choses comme ça que des choses autour de l'épanouissement. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré démarrer par ça tout de suite. Bon, une entreprise, pour faire très court, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui communiquent, il y a des gens qui gouvernent, il y a des gens qui font du marketing, qui vendent, il y a des gens aussi pour compter les sous. Enfin, bon, voilà. Donc les grandes fonctions de l'entreprise, vous les connaissez. Il y a des petites entreprises, il y a des grandes entreprises, il y a différents types de managers, etc., de dirigeants de culture, il y a des mots, il y a des jargons. Bon, bref, c'est un maquis, l'entreprise. Et de même que l'on ne peut pas dire les adultes, parce que chaque adulte est différent, on ne peut pas dire de la même manière les entreprises. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une vision de l'esprit. Et selon sa propre expérience, finalement, on aura tendance à plaquer, à calquer sa propre expérience, finalement, du monde de l'entreprise en disant ou tous est pourri, ou alors l'entreprise, c'est génial, tous des start-upers. Tout dépend de son expérience. Donc il y a des petits, des moyens, des grands. Enfin, voilà. La diversité, on la retrouve aussi dans le monde socio-économique, et c'est très bien. En revanche, vous, en tant qu'enseignant de Qigong, en tout cas, ou futur peut-être, il y a des portes d'entrée particulières, notamment des gens qui sont, plus que d'autres en tout cas, se préoccupent de la santé au travail et puis du bien-être au travail des collaborateurs. C'est évidemment toute la ligne managériale, les managers, les RH. Il y a des gens qui sont chargés de la prévention sécurité. Parfois, il y a des psychologues du travail, mais vraiment dans les grosses entreprises. Voilà, ce sont des portes d'entrée privilégiées pour des gens qui voudraient apporter le Qigong au monde du travail. D'accord ? Il y a aussi des comités d'entreprise qui peuvent aussi vous aider. Mais je vais en parler tout à l'heure. Les objectifs d'une entreprise, c'est ça. D'accord ? Je ne vais pas les détailler parce que je vais assez vite devenir rasoir. Mais donc, il y a des objectifs économiques, il y a des objectifs qualité, il y a des objectifs métiers, des objectifs clients, performance sociale, parfois environnementale. C'est un dur métier, franchement. Être dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir de bons résultats sur l'ensemble de ces touches-là. C'est-à-dire, économique, c'est la part de marché, c'est le budget, tenir un budget, c'est pas facile. Nous-mêmes, chaque mois, à la fin du mois, on compte les bûchettes et puis on s'assure que tout rentre bien dans le portefeuille. Eux aussi, ils font ça, alors que c'est beaucoup plus compliqué, à une échelle beaucoup plus vaste. Et puis, il y a une responsabilité importante, puisque le dirigeant, le manager, quelque part, en fonction de l'atteinte ou pas des résultats, il y a des postes qui sont en jeu. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc, il porte ce que l'on appelle la charge mentale, finalement, de tout ce collectif, de toutes ces familles dont il a la responsabilité. Et donc, il ne faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc, ça nous invite, en tout cas, une forme d'indulgence vis-à-vis de tous ces gens qui ont le doigt sur le bouton et qui se disent « j'y vais ou j'y vais pas ». D'accord ? Qualité, métier, client. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Si je vous parle de ça, c'est quoi ? C'est pour vous aider à comprendre comment fonctionne une entreprise. Tout ça, ils prennent tous ces indicateurs-là et ça donne le Saint Graal, le contrat. En début d'année, on remet au manager. Alors, il n'y a pas de... Si, il y a un événement un peu important, en tout cas un peu solennel. Alors, il n'y a pas de coussin en velours doré avec les glands de chaque côté. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça s'appelle un entretien annuel. L'entretien annuel, c'est une obligation du Code du travail, assez crainte d'ailleurs par les collaborateurs.
puisqu'en règle générale, une fois par an, on est obligé de se voir. Enfin, dans le code du travail, c'est 2 ans, mais en règle générale, c'est une fois par an dans les entreprises. Et là, c'est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de donner la feuille de route pour l'année qui vient aux collaborateurs. Et les mauvais managers, je dis ça au passage, c'est pour ça que c'est extrêmement redouté comme exercice, à la fois par le manager, mais aussi le collaborateur, parce qu'à ce moment-là, à l'occasion de cet entretien annuel, on vous lâche tout ce qui s'est mal passé finalement durant l'année écoulée, et vous apprenez qu'en mars dernier, le mars de l'année antérieure, vous n'avez pas dit bonjour au chef, vous avez eu une mauvaise attitude, et le manager, finalement, il a attendu 8 ou 9 mois pour balancer le truc, et on sait finalement, chaque fois finalement qu'on est en entretien annuel, on va recevoir des paquets en fait. Les paquets de tout ce qu'on a mal fait de l'année écoulée. Moyen, c'est assez moyen. Mais parfois, on enseigne aussi par le contre-exemple, d'accord ? Évidemment, donc ça paraît tellement évident, sauf que dans la réalité, ça se passe. Ça peut se passer comme ça. Je ne dis pas que ça se passe tout le temps, et c'est pas vrai. Il y a aussi de très bons managers. Mais souvent, il y a une appréhension terrible des salariés. Et il y a certains qui ne dorment pas, mais pendant 3 jours, ils ne dorment pas parce qu'ils savent que le jeudi, à 15h, ils vont avoir l'entretien annuel avec le chef. Et en plus, on apporte les objectifs du futur cycle, et à ce moment-là, on découvre l'ampleur finalement de ce qui nous est demandé. Et là encore, deuxième cartouche, et là on découvre que mes chefs, je n'y arriverai jamais. En fait, hein. Donc c'était mal parti l'année dernière, et en plus ce que tu es en train de me dire, c'est que j'étais un nul l'année dernière, mais en plus tu me doubles les objectifs pour l'année qui vient. Toi, tu es vraiment un bon chef. Voilà. Et en fait... Et les salariés, alors après il y a plusieurs possibilités pour le salarié, soit c'est bon je m'en fiche, le déni, je m'en fiche, et alors après vous avez aussi des bons salariés. Alors le bon salarié c'est quoi ? C'est le salarié qui dit ok chef, donc déjà tu me dis que je ne suis pas forcément un bon collaborateur, et en plus tu me donnes des objectifs extrêmement ambitieux. Le salarié qui a travaillé et qui a compris le système, il pose une question à son collaborateur, à son manager, à votre avis c'est laquelle ? Ça peut être, c'est quand les vacances, mais ça il le sait déjà, donc c'est pas une question pour lui parce qu'il a son calendrier de banque finalement sur le bureau, sur lequel il surligne, ou au contraire il barre les jours les uns après les autres. Quelle est la question que le bon salarié pourrait poser à son manager pour faire bouger les lignes ? Comment il fait pour accompagner le salarié Voilà un bon salarié. Chef, tu m'as dit que j'étais un mauvais collaborateur, qu'est-ce que tu as prévu pour justement que je satisfasse les exigences qui sont les tiennes ? Et deuxième chose, c'est, ok, l'objectif est ici, quels sont les moyens que tu mets à ma disposition pour faire en sorte que tu sois satisfait à la fin de l'exercice. Et à ce moment-là, vous rendez le manager acteur et actif, vous l'impliquez dans l'interaction. Vous l'impliquez dans la réussite commune. Et le message derrière induit, c'est quoi ? C'est, tu ne pourras pas t'en sortir comme ça, manager. Ma réussite, c'est ta réussite. Et ne me dis pas que c'est mon échec. Parce que mon échec, c'est ton échec. Bienvenue au club. Tout est lié. Ça, c'est le bon salarié. Ce que je veux dire aussi, c'est que chacun est responsable de la relation qu'il entretient avec l'autre. D'accord ? Deuxième principe pour moi de taoïste, sur les 18 que j'ai identifiés dans le bouquin, par simplicité, pour modéliser un peu tout ça, c'est l'interdépendance. On peut toujours dire, se mettre dans une position de victime en disant « mon chef, c'est un... À partir de là, je suis censuré, il y a une petite sonnerie qui se déclenche. » Non. Chacun d'entre nous, on détient 50% de la qualité de la relation avec l'autre. Et vous voyez que par rapport à la petite scénette qu'on a jouée à l'instant, en fonction du comportement du salarié, la relation à son manager ne sera pas la même. Si je parle de ça, c'est que, et je reviens au Qigong, la pratique du Qigong peut aider le manager à être à l'écoute de ce qui se passe, même sur le plan non-verbal et paraverbal du salarié, et réciproquement. Au bout d'un moment, le manager qui pratique le Qigong, par exemple, ne pourra plus dire ce qu'il vient de dire. Il ne pourra plus dire « Mon gars, t'es en dessous de tout, t'atteins pas tes objectifs. » Non, parce que le manager qui pratique le Qigong comprend le principe de l'interdépendance dans son corps. Et il ne pourra plus dire « Ok, tu te débrouilles avec tes objectifs et moi je n'y suis pour rien. » Parce qu'il aura compris le deuxième principe taoïste de l'interdépendance. Le salarié qui lui-même pratique le Qigong n'entretiendra plus la même relation avec son manager, parce qu'il aura compris en sens, on va dire, inverse dans l'interaction, que lui-même peut avoir une action sur l'autre. Et donc il agira autrement. Et en tout cas, le pratiquant de Qigong, le salarié qui pratique le Qigong, sera un homme ou une femme libre. Parce qu'une fois qu'il verra la situation, il observera la situation, il y aura une mise en recul beaucoup plus importante,
Et à ce moment-là, il pourra choisir la décision qu'il pense être la plus juste et la meilleure pour lui. Je m'explique. Si le manager se comporte comme il se comporte par rapport à la scénette qu'on vient rapidement de jouer, le Qigong lui permet de prendre la distance nécessaire et d'installer le calme intérieur suffisamment pour prendre de la distance et observer ce qui se passe. L'intérêt du calme procuré par le Qigong, c'est un peu comme le marin. Lorsque la mer est déchaînée, vous ne voyez pas très loin. Vous voyez à 10 mètres, à 15 mètres. Plus la mer est calme, plus vous voyez loin. L'intérêt du Qigong, c'est de calmer notre mer intérieure. Et une fois que la mer intérieure est calmée, on peut voir beaucoup plus loin. Et ça donne ce que l'on appelle des degrés de liberté. Je suis salarié, la scène vient de se jouer, je suis calme à l'intérieur, j'ai plusieurs possibilités. J'ai dit, bon, à part, donc, soit m'en ficher, mais en conscience, soit lui rentrer dedans, en conscience, soit reformuler en conscience au travers de ce que je viens de vous dire. Je peux quitter le bureau. Il y a des tas de postures possibles. Je peux rigoler, l'humour. Je peux tout faire. Ce qui est important de comprendre derrière, c'est qu'il y a un principe qui, pour moi en tout cas, est au cœur de la philosophie taoïste et de la pratique du Qigong. Évidemment, c'est la voie du ressenti, mais c'est aussi la voie de la liberté. Et la pratique du Qigong, c'est aussi la voie de la liberté, et le Qigong nous aide à devenir libre. Pourquoi ? Parce que quand on ne travaille pas sur soi, l'utilité à soi, souvenez-vous, eh bien on est prisonnier de quoi ? On est prisonnier de son histoire, de son expérience, de ce que les taoïstes appellent le tigre. D'accord ? Le but du jeu, dans beaucoup d'écoles taoïstes, c'est de maîtriser tout ça, de maîtriser notre expérience, notre histoire, nos travers, etc. Domestiquer le tigre pour libérer le dragon. Plus vous calmez votre état intérieur, émotionnel, corporel, psychique, plus vous domestiquez le tigre. Et vous sortez du cycle infernal action-réaction. Parce que si vous ne domestiquez pas le tigre, vous êtes dans une logique quasi déterministe d'action-réaction. Vous êtes conditionné par votre expérience, par vos mémoires, par ce que vous êtes, etc. Et donc vous n'êtes pas libre d'agir comme vous le souhaiteriez, mais finalement vous êtes agi par des choses qui vous échappent. Le Qigong nous aide à en prendre conscience et ensuite de décider en conscience soit de ne rien faire, parce qu'on a aussi le libre arbitre finalement de décider de ne pas décider. Ne pas décider, c'est une décision. Ou au contraire de se mettre en chemin, et ça s'appelle la voie. Et donc, le Qigong permet d'installer ce que j'appelle, d'autres auteurs aussi l'appellent comme ça, la clarté intérieure. Qui suis-je ? Lamartine, ça me vient comme ça. Qui suis-je et que dois-je être ? Je meurs et je ne sais ce que c'est que de naître. L'idée, c'est qui suis-je en fait ? Et l'alignement, c'est ça. C'est le Qigong m'aide à savoir qui je suis sur le plan corporel, émotionnel, psychique et où je vais. Il y a des outils dans le bouquin pour expliquer tout ça. Je reviens à mon contrat d'objectif. Pas facile, hein, là je me suis échappé, donc on va revenir toujours dans notre carré. Sachez que, pour moi, c'est tout à fait essentiel que vous compreniez ça. Le manager, si je vous ai raconté cette histoire de contrat, c'est pas pour rien, je ne parle pas encore comme un agent d'assurance, c'est parce que il y a une devise quelque part qui tourne dans le monde de l'entreprise et qui dit la chose suivante. Dis-moi sur quels critères tu seras apprécié et je te dirai quoi faire. Si vous voulez changer le comportement d'un manager, il faut lui changer son contrat. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, ça conditionne tous les comportements humains au sein de l'entreprise. Alors, et ensuite, ça marche dans les deux sens. Il y a une bipolarité dynamique. On retrouve finalement le Taiji Tu, le Yin-Yang. Si vous changez les dirigeants, vous changez les contrats. Mais si vous changez les contrats, vous changez aussi les dirigeants. Intéressant. Donc, soit on entre par le contrat pour changer les dirigeants, et finalement, par exemple, vous pouvez mettre un indicateur sur le bien-être des salariés, c'est-à-dire que le dirigeant, le manager, une prime finalement, une partie de sa rémunération dépend du bien-être de ses salariés. Vous changez le contrat, vous changez le comportement du dirigeant qui est quelque part par nécessité invité financièrement à s'intéresser au bien-être de ses collaborateurs. Donc là, on est d'accord que c'est un peu la voie du feu, hein, c'est un peu, on lui tord le bras quand même pour s'y intéresser, en espérant que quelque part, ça va lui ouvrir effectivement ce qui lui tient de cœur. Ou alors,
il pratique le Qigong, et à ce moment-là, c'est une transformation, c'est plutôt la voie de l'eau, c'est une transformation intérieure, de l'intérieur, qui ensuite se verra vers l'extérieur. Et à ce moment-là, le manager, il pourra dire, ok, par rapport à ce que je suis devenu, je ne peux plus signer ce contrat-là. Ou alors il ne me viendrait pas à l'esprit finalement de fixer cet objectif à mon collaborateur parce que je sais pertinemment soit qu'il n'est pas capable de l'atteindre, soit parce que franchement il est irréaliste. Et ce qu'il faut aussi que vous ayez en tête, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants, et même à très haut niveau, même des présidents directeurs généraux, des directeurs généraux, eux-mêmes ne sont pas libres de leur action puisqu'eux-mêmes finalement doivent rendre des comptes à des actionnaires. Voilà le système dans lequel nous sommes, pour les grandes entreprises. Et quelque part, la question pourrait être résumée à la suivante, c'est plus que les dirigeants, je pense qu'un jour ou l'autre, celui qui a envie de changer les choses, il faudrait qu'il, dans une pièce, il réunisse tous les actionnaires qui existent en fait, pour réveiller la part d'humanité et de vivant, je vais appeler plutôt de vivant, vous voyez, l'humain est toujours plus limité que le monde vivant, donc le vivant qui vibre à l'intérieur de l'actionnaire en fait. Et il y a aussi une phrase qui est dans l'un des bouquins, si on voulait résumer ce qu'est un bon actionnaire ou un bon dirigeant, c'est dirigeant, par rapport à toutes les décisions structurantes ou structurelles que tu prends aujourd'hui ou que tu as prises hier et que tu prendras demain, pose-toi une seule question. Quelle question, quelle décision prendrait la nature et les générations qui viennent à l'instant T par rapport à la décision que tu vas prendre finalement? Est-ce que la nature, les parties prenantes silencieuses, c'est le terme que j'ai utilisé hier, la faune, la flore, les générations qui viennent, prendraient à ta place? Donc pendant quelques secondes, l'actionnaire ou le dirigeant pourrait donner le bâton de pouvoir à la nature et à ceux qui vont nous succéder, et à ceux qui permettent finalement l'organisation et le maintien de la vie sur Terre. Et cela, on ne leur donne jamais la parole. Donc la seule question que l'actionnaire ou le dirigeant pourrait se poser, c'est si la nature devait prendre la décision à ta place, quelle décision prendrait-elle? La vie peut être simple. Le taoïsme nous invite à devenir simple, dans un monde VUCA, c'est-à-dire complexe. Et les humains dans tout ça, je ne reviendrai pas sur ce carré pour dire que dans le monde du travail, c'est pas joie, quoi. C'est pas la fête tous les jours. Si ça vous intéresse, il y a l'annexe 4 de ce livre qui reprend 81 métriques. Métriques, c'est un terme d'entreprise, c'est-à-dire des indicateurs chiffrés qui démontrent toute la souffrance du monde socio-économique. Je n'ai pas envie de les citer ce matin, mais c'est pas la gloire, quoi. Franchement, si on devait mettre tous les dirigeants et ceux qui font le monde politique, économique, dans une salle en leur disant « Mesdames, Messieurs, voilà le bilan de votre action », si ça pouvait les aider à prendre conscience de la situation pour changer et faire autrement, ben je pense qu'on ferait œuvre utile. Bon, cette réunion, peut-être qu'un jour, enfin pour moi, Davos peut servir à ça. Et je vais parler de Davos. On va être optimiste encore aujourd'hui. Alors un salarié heureux en plus, alors soit on devient bienveillant et ça c'est bien, soit à ce moment-là, ça c'est plutôt cerveau droit, etc. Naturellement, on travaille à l'intérieur et on devient bienveillant, soit on passe cerveau gauche et on nous explique qu'en plus tu as intérêt à être bienveillant parce que ça rapporte. Donc ça c'est très cerveau gauche. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont démontré qu'un salarié heureux, épanoui, ben voilà, donc il est plus créatif, il est plus productif, et tout euro investi dans le domaine de la sécurité au travail, du bien-être au travail, en génère 13 derrière. Donc ça, c'est un retour sur investissement, ça, il comprend tout à fait bien. Donc très cerveau gauche, on est dans des métriques, on est dans du quantitatif, il y a des chiffres partout, c'est un vrai bonheur, une vraie jouissance intellectuelle. Et à ce moment-là, ok, en tant que manager, j'ai compris, c'est aussi mon intérêt finalement que vous soyez heureux. Eh bien, vous faites partie de mon équipe, de mon entreprise, eh bien, je ferai tout pour que vous soyez heureux parce que finalement, vous servirez aussi les miens, qui sont dans mon contrat, je vous le rappelle. Le respect du budget, la créativité, des innovations, vous allez me remonter plein d'innovations. Et en plus, il y aura une bonne ambiance entre nous, puisqu'en plus, c'est un peu plus sympa, finalement, d'avoir plaisir à se lever le matin pour rencontrer les collègues, plutôt que le contraire, que leur voir le nez au milieu de la figure. Bon voilà, donc ça c'est très cerveau gauche en leur disant, mesdames, messieurs, les managers, même si vous n'êtes pas intimement convaincus de l'intérêt d'organiser le bien-être de vos salariés, sachez qu'en tout cas, vous y avez intérêt financièrement, créativement, productivement parlant. Ça, c'est l'Agence européenne de la santé au travail, en 2014 par exemple, qui a produit des choses comme ça. On a posé le décor, le diagnostic c'est celui-là, comme un médecin, on pourrait dire, bon, et c'est grave docteur,
alors c'est peut-être assez grave, mais le patient bouge encore et on peut encore le guérir. Donc ça bouge. Donc le message de ce matin, c'est de vous dire qu'il y a aussi des choses qui bougent. Et lorsqu'hier je disais que c'est un moment passionnant à vivre aujourd'hui, nous vivons une époque formidable, comme disait l'autre, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a des théories économiques, des théories de management, de gouvernance d'entreprise qui commencent à apparaître, réinventer les organisations, par exemple l'organisation Opal, par exemple. Je pourrais vous en parler, mais on n'a pas le temps. L'holacratie, des choses comme ça. De plus en plus, on est en train de découvrir l'importance de donner du pouvoir aux collaborateurs. Le sens de l'initiative, de lui faire confiance. On commence à parler de management bienveillant. Ce sont des choses qui, en tout cas, à l'oreille, commencent à rentrer dans les mœurs. Et autant il y a quelques années, si vous aviez dit apposer les termes de management et de bienveillant, on vous aurait sorti de l'entreprise à la fourche. D'accord ? Aujourd'hui, c'est une musique douce qui est passée dans les mœurs. Alors, les plus dubitatifs de la collectivité des managers peuvent vous dire que c'est un effet de mode. Bon. Mais malgré tout, il y a des gens qui sont de plus en plus convaincus par cela. Et j'ai du mal à le dire et à l'avouer, mais disons-nous les choses, il y a beaucoup de femmes qui donnent l'exemple là-dessus, parce qu'elles sont beaucoup plus dans la relation, l'interaction. D'accord ? Et donc, si ça vous intéresse, le management bienveillant, il y a quand même, pour moi, je trouve que c'est une conférencière, chercheuse qui travaille sur toutes ces questions-là en France, en tout cas, on a cette chance-là. C'est Juliette Tournant, si ça vous intéresse, qui a écrit le management de la coopération et de la bienveillance, quelque chose comme ça. Et donc elle est prof, etc. Et aujourd'hui, elle est quand même reconnue sur cette thématique. Donc le management de la bienveillance passe dans les mœurs. L'agilité, le réseau, on sort de la pyramide en fait. Vous savez, c'est cette pyramide écrasante, vous voyez, qui avait son charme en période de stabilité, lorsque effectivement, lors des 30 Glorieuses, on savait où on allait, les ressources qu'on utilisait, donc l'environnement était stable. Aujourd'hui, c'est tout sauf ça, donc la pyramide n'est plus du tout adaptée, en fait, parce qu'elle n'est pas adaptable. Donc aujourd'hui, on commence à redécouvrir la vertu du réseau, et c'est intéressant parce que le biomimétisme commence à s'inviter dans la réflexion, et on commence à regarder comment les ruches s'organisent, comment les fourmis travaillent. Et donc on s'inspire des enseignements de la nature pour organiser l'entreprise. Des choses inimaginables il y a encore quelques années. D'accord ? Donc il y a tout un phénomène d'émergence qui est tout à fait intéressant à observer. Là, on parle d'intelligence émotionnelle. Auparavant, il y avait le QI. Donc les managers étaient essentiellement recrutés sur des critères objectifs, quantifiés, etc., autour du quotient intellectuel. Donc, bon, il y a un penseur aujourd'hui comme Laurent Alexandre qui travaille beaucoup sur le QI, si ça vous intéresse, La guerre des intelligences, c'est son dernier bouquin. Et de plus en plus, on demande aux managers et aux dirigeants de devenir aussi empathiques. Et donc, il y a un autre quotient qui est apparu, c'est le quotient émotionnel. La capacité empathique, finalement, d'un manager, d'un dirigeant, vis-à-vis de ses troupes. Parce qu'on s'est rendu compte que le bon dirigeant, c'était celui qui était capable de travailler l'empathie avec ses collaborateurs. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'une relation empathique avec ses collaborateurs, c'est le meilleur moyen d'être performant et d'avoir des bons résultats. Et donc les actionnaires aussi et les dirigeants s'intéressent par intérêt aussi, et puis aussi peut-être par bienveillance naturelle, à toutes ces questions finalement de quelle est ma capacité à entretenir une relation apaisée, équilibrée, harmonieuse avec l'autre. C'est du bon sens, mais c'est mieux en le disant. Pour votre information, je crois qu'il y a 30 ou 40% des dirigeants qui sont mis dehors, des gens très compétents sur le plan de leurs compétences, on va dire, en termes de savoir et de savoir-faire, mais en termes de savoir-être, les trois champs de compétences dans le monde de l'entreprise, savoir, savoir-faire, savoir-être, et sur le plan de savoir-être, ne tiennent pas la rampe. Donc sur les 500 entreprises, donc là il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, pour dire que dans les 18 mois, il y a 30 ou 40%, je ne me souviens plus exactement le taux, de dirigeants que l'on remercie, parce que justement, évidemment, ils ont des têtes bien faites, ils ont un très haut quotient intellectuel, ce sont des gens quand même surpuissants avec un très bon logiciel, mais sur le plan empathique, ils ne sont pas à la hauteur. Ou ils ne sont pas capables de s'adapter à la culture de l'entreprise. Enfin, en tout cas, sur le plan du savoir-être, il y a quelque chose qui ne marche pas. On est dans le misfit, d'accord ? Ça ne matche pas. Le bonheur au travail. Il y a de plus en plus de livres sur le bonheur au travail. Je ne rentrerai pas dans le distinguo bien-être au travail, bonheur au travail. Il y a des tas de polémiques là-dessus. Sur le plan philosophique, c'est très intéressant aussi. Et vous voyez, par exemple, vous avez, je ne pensais pas l'évoquer, mais vous avez des... Vous voyez, Socialter, excellente revue, excellentissime. Je recommande cette revue, ce magazine qui s'appelle Socialter. Donc, il y a le alter de l'autre, évidemment. Il y a social, la vie sociale. Et donc, alter aussi au sens de l'autre social.
Donc ils ont combiné tout ça, Social, excellente magazine, d'excellents journalistes d'investigation. Ils vont jusqu'au bout de ce qu'ils creusent. Et avec des sources, ils lisent des bouquins pour nous et ils nous font gagner un temps précieux. Le culte du bonheur. Ça, c'est le dernier numéro de Socialter. Le bonheur est à la mode. Le bonheur fait vendre et le bonheur aussi fait le bonheur de pas mal de consultants. Tant mieux. Mais si le bonheur des consultants pouvait aussi faire le bonheur des dirigeants, des salariés, des managers, etc., de tout ce petit monde, ce serait parfait. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'évoque par rapport au bonheur au travail, vous voyez, vous l'avez ici, et vous avez également des think tanks, des organisations, des associations qui réfléchissent là-dessus. Pour moi, celle qui est la plus à la pointe sur le sujet, c'est la Fabrique Spinoza. D'accord ? Fabrique Spinoza qui travaille sur ces thématiques du bonheur au travail et qui font un travail tout à fait important sur le sujet. Des labels apparaissent. Aujourd'hui, le bonheur fait vendre, l'épanouissement des salariés, c'est quelque chose que sur le plan marchand, on peut vendre au marché. Et le client, même parfois, peut accepter de payer un petit peu plus cher un achat éthique, c'est-à-dire provenant d'une entreprise qui respecte l'environnement, qui respecte ses collaborateurs, etc. Il y a des labels qui sortent, certains confidentiels, d'autres un peu moins. Label confidentiel, c'est B Corp, par exemple. C'est des corporations qui sont exemplaires en termes de gouvernance, sur le plan environnemental, etc., qui respectent les salariés. Il y en a 52 à peu près en France aujourd'hui qui sont, ou même en France, qui sont labellisés. Après, il y a des rankings, c'est des classifications. Il y a les best places to work, c'est-à-dire quels sont les meilleurs endroits, les meilleures entreprises finalement où c'est le plus sympa de travailler. Et il y a des classements, et donc il y a des audits, il y a des questionnements de salariés, ensuite on concatène tout ça, on leur pose des questions, et finalement tous les ans, il y a un classement des entreprises dans lesquelles il fait le meilleur vivre. Voilà. Et donc je vous invite à rentrer ça sur Internet et vous verrez quelles sont, d'ailleurs parfois on a des surprises, les entreprises au sein desquelles il est le plus agréable de travailler. Ensuite, même les politiques commencent à réfléchir à la question, notamment avec la future, ça c'est en 2019, on est vraiment dans l'actualité là-dessus. Le politique lui-même commence à dire que bon, le business as usual, c'est-à-dire on est là pour générer le maximum de cash, bon ça suffit. Parce que ça a ses limites, il est temps finalement de raisonner en termes de mission, c'est-à-dire en termes de raison d'être. Ok pour dire que l'une des raisons d'être de l'entreprise, c'est de générer sa propre pérennité, son propre développement, par la maximisation du profit, et là on récupère la culture et la tradition, la théorie classique de l'économie et monétariste, mais en plus, elle peut avoir une raison d'être supérieure qui est celle de contribuer au bien commun. On appelle ça le bien commun. Des entreprises à mission. Voilà, ce sont des mots, des raisons d'être. Ce sont des mots qui commencent à apparaître dans le discours politique. Et le politique voudrait, je dis bien voudrait, je parle encore au conditionnel parce que tout ça, ça reste encore à traduire à la fois dans les textes et ensuite dans les faits. Finalement, contribuer à faire en sorte que les entreprises contribuent à rendre le monde qui est le nôtre meilleur. Et donc, le sens, évidemment, le sens au cœur de tout ça. C'est trop petit, je vais vous lire un ou deux trucs. Et donc, de plus en plus, les dirigeants commencent à raisonner en ces termes. Je vais juste citer la patronne de PepsiCo. PepsiCo, c'est le concurrent direct de Coca-Cola, et qui nous dit, l'objectif est selon donc, la responsable de Coca-Cola, la dirigeante, de construire une croissance durable à long terme, tout en laissant une empreinte sociétale et environnementale positive. Notre objectif englobe la diversification de notre portefeuille et l'offre d'alternatives plus saines, tout en favorisant un système alimentaire plus durable et la prospérité des communautés. Nous sommes convaincus que nous ouvrirons ainsi la voie à la croissance future de PepsiCo et contribuerons à la réussite d'autrui. On sent que petit à petit, l'utilité à soi commence à se développer vers l'utilité aux autres et, à un moment ou à un autre, se développer à l'utilité au monde. Donc il y a une forme de planétisation des esprits qui est en train de s'installer. Le patron de Canon, Monde, qui nous dit « Les multinationales n'auront pas d'avenir si la planète n'en a pas ». C'est basique comme propos. Mais si effectivement les plus grands dirigeants des plus grandes multinationales au monde commencent à penser comme ça, déjà c'est le début de la victoire. Attention, je vous vois venir, je le lis dans vos yeux, vous êtes terribles. Attention à ce qu'on appelle le greenwashing. Greenwashing, c'est quoi? C'est la mousse sans la bière. D'accord? C'est-à-dire je dis que je fais mais je ne fais pas. Et dans le domaine du bien-être, ça porte un nom, c'est le pinkwashing. C'est-à-dire, je dis que je fais rose, mais en fait, c'est tout sauf rose. D'accord? Sachez que tout existe. L'obscur dans le clair et le clair dans l'obscur. On récupère le yin-yang. OK? Donc, ça bouge. Donc, tant mieux. Et le Qigong, dans ce contexte,
Ben, ça tombe bien, je vais aller un peu plus vite parce que je pense que le temps passe. Hein? C'est fini, il a touché 2 fois ses oreilles. Ah, c'était pour ça! Encore 2 minutes. Donc, le contexte favorable de l'entreprise, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin, de plus en plus, la méditation, par exemple, est passée dans les mœurs. Merci John Kabat-Zinn qui a répandu, popularisé la méditation de pleine conscience dans les hôpitaux, puis ensuite dans le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, un dirigeant qui médite, il y a même des bouquins qui existent. Sébastien Henry, par exemple, si ça vous intéresse, travaille sur la méditation en entreprise. C'est intéressant. Eh bien, si la méditation en entreprise, si le yoga a sa place, si la méditation de pleine conscience a sa place, pourquoi pas le Qigong? Voilà le discours de ce matin. Et si je dois donner un sentiment sur le sujet, je trouve que c'est une parfaite injustice de parler de méditation de pleine conscience qui s'est abreuvée aux mamelles de l'Inde, d'accord, et aux grandes traditions du yoga, sans parler du Qigong, qui est l'autre grande tradition énergétique, même si la sophrologie aussi fait florès dans le monde du travail. La sophrologie aussi s'est inspirée donc, des grandes traditions chinoises. Vous voyez, donc nous aussi, on a des choses à dire. Et alors même que nous nous alimentons à la source même, finalement, de la tradition qui est celle du taoïsme et du Qigong originel. Voilà le propos de ce matin, en disant, on commence à parler de tout ça, parlons maintenant de nous. Parlons de nous. Donc, le Qigong a sa place. Alors, le Qigong, on le confond parfois avec le Tai Chi Chuan, c'est pas très grave. Mais voilà. Et donc, le but du jeu, vous l'avez compris, pour un enseignant de Qigong, donc il y a des intérêts terre, des intérêts hommes et des intérêts ciel. L'intérêt terre, c'est quoi? C'est moi enseignant. Non, je commence à parler comme. Non, moi enseignant de Qigong, j'ai envie d'enseigner le Qigong dans les entreprises, déjà pour gagner ma vie. Ça, c'est le propos terre, qui est tout à fait entendable, parce qu'il nous faut gagner notre vie et notre croûte. Donc, c'est un moyen aussi pour chacun d'entre vous, si vous le souhaitez en tout cas, de gagner votre vie, parce qu'à un moment où on entre dans une logique de pénurie, en tout cas, dans les entreprises, c'est encore là qu'il y a de l'argent. Donc, allez-y, investissez le monde de l'entreprise parce que c'est un monde rentable qui vous aidera à vivre dans le bon sens du terme, la sève de l'arbre. Ensuite, vous ferez du bien à l'homme. La dimension homme, c'est vous ferez du bien aux individus. Pour plein de choses que je n'ai pas eu le temps de vous développer, ça vous intéresse, c'est dans le bouquin, c'est dans celui-là, qui explique pourquoi c'est bien de pratiquer dans le monde de l'entreprise. D'accord? Pour les salariés, mais aussi pour les managers, pour les dirigeants et pour l'entreprise. Parce qu'en plus, pratiquer le Qigong, ça rapporte. Donc ça, vous découvrirez là-dessus. Ici aussi, je vous le dirai tout à l'heure. Et en plus, il y a une dimension ciel dans la pratique du Qigong, mais j'ai commencé par ça en démarrant, en vous expliquant que par effet finalement de poupée gigogne et d'inclusion, eh bien, le but du jeu, c'est que, in fine, à jouer sur les acteurs du changement du monde, eh bien, ce soit le monde lui-même et le plan de réalité qui se transforme. Voilà le grand message en fait de ce matin. Et voilà. Et à partir de là, je regarde tout ce que j'avais prévu de vous dire et que je ne vous dirai pas. Donc sur le comment on pratique, ce sera tout à l'heure au moment de l'atelier. Et je n'ai même pas eu le temps de vous parler, voilà, peut-être que ça aurait pu intéresser Eric, ce qu'est un dirigeant au sens justement du sinogramme chinois. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais c'est édifiant. Comment on peut récupérer la triple utilité, les 3 centres énergétiques, parce que le dirigeant véritable, c'est celui qui fait se rejoindre la terre, l'homme et le ciel. Ce sera ma conclusion, finir sur un... Et là-dessus, c'est dommage, je n'ai pas le temps de vous parler de la pyramide du changement du monde. Ça, c'est ici, qui vous explique comment on peut changer le monde, en fait. C'est là-dessus. Et au bout, vous avez le dernier point, c'est la planète. Et tous les petits points, c'est l'individu, l'organisation, les réseaux et le monde. Et tout ce que je vous tiens comme discours, c'est quelque chose d'extrêmement cohérent, structuré, qui est représenté par cette pyramide que j'ai appelée la pyramide du changement du monde, mais holarchique au sens où chaque fois c'est un holon supérieur. Et je n'ai pas trop le temps de rentrer dans la définition de ce qu'est un holon. Voilà concrètement. Allez, juste finir sur un point. À votre avis, mais quel est le meilleur Qigong à votre avis, quel est le meilleur... Mais Allez, je finis là-dessus. Le meilleur Qigong dans l'entreprise, c'est celui de l'amour de son métier et des conditions de sa réussite. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime ce qu'il fait dans de bonnes conditions de travail n'aura jamais l'impression de travailler. C'est ce qu'a dit Confucius. Celui qui aime son métier ne travaillera jamais de sa vie. Confucius, merci Maître Kong. Donc, le meilleur Qigong,
Et moins on sera dans l'amour de son métier, plus on sera finalement désaligné, et à ce moment-là, plus il faudra faire de Qigong pour se réaligner. Mais si on aime son métier, déjà, on sera dans un alignement naturel qui fera qu'il y aura moins de distorsions. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, il y en aura beaucoup moins. Et attention, c'est pour ça que je parle aussi des conditions de l'exercice, parce que il ne faut pas aussi qu'on soit trop stressé à faire ce que l'on aime faire. Et la notion de temps, par exemple, qui est détaillée aussi là-dessus, est essentielle dans les années et les décennies qui viennent. Le rapport au temps sera essentiel pour l'installation de notre bonheur. Moins il y a de temps, moins il y a de sens. Moins il y a de sens, moins il y a de joie. Un exemple simplement, vous prenez un luthier, il aime son métier, il aime faire des violons. Et vous lui dites, et il fait 1 violon par jour, et il adore ce qu'il fait. Et le matin, il se lève, il est heureux, il a la banane. Vous prenez le même luthier, vous prenez le même métier, vous accélérez, vous comprimez le temps, et vous dites au luthier, désormais tu ne feras pas 1 violon par jour, tu en feras 100. Ce qui était le paradis d'hier devient l'enfer de demain. Le rapport au temps, la vitesse durcit. L'eau, vous nagez dans l'eau à faible vitesse. Vous sautez d'un plongeoir de 30 mètres, vous explosez, l'eau devient du béton. La vitesse durcit, et la vitesse limite l'angle de vision. La vitesse est le danger de demain. Fin de la conférence. Merci.